Bonjour à tous, aujourd'hui le podcast Au cœur du yoga donne la parole à 3 enseignants de yoga qui vont nous parler de yoga bien sûr, mais aussi de vision et de non-vision. Tous 3 sont malvoyants ou non-voyants et nous aborderons en fil conducteur de cet entretien la thématique du handicap visuel dans la pratique du yoga. Comment vivre, pratiquer, enseigner quand on a perdu la vue? Le yoga aide-t-il à faire face à cette épreuve? Ce podcast est réalisé pour la revue Info Yoga, en complément d'un bel article que nos 3 invités, Muriel Joubert, Mathieu et Christophe Lanier, ont rédigé dans le numéro 144, qui paraît le 20 octobre 2023, et qu'il sera possible de commander sur le site infoyoga.info. On leur laisse tout de suite la parole, et je vous souhaite une bonne écoute. Alors bonjour à tous les 3, Muriel, Mathieu et Christophe. Vraiment, merci d'être venus aujourd'hui pour évoquer un sujet qu'on aborde assez peu, c'est celui de la pratique du yoga et aussi de son enseignement, quand on voit moins ou quand on ne voit pas. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, donner quelques éléments sur votre parcours de vie, votre ressenti par rapport au handicap visuel et également votre lien au yoga? Comment est-ce que vous avez appris, dans quelles conditions et comment vous le pratiquez aujourd'hui? Voilà, donc moi je dis toujours que j'ai eu beaucoup de chance et j'ai pas beaucoup de mérite au niveau du yoga parce que je fais partie d'une deuxième génération de yoga. Mon père était prof de yoga et mon père était polio et avant-guerre on lui avait recommandé de faire du yoga. Donc pendant la guerre il a trouvé quelques cours à Paris, mais comme il avait un bras paralysé, tout le monde lui disait mais vous pouvez pas pratiquer le yoga parce qu'à l'époque le yoga c'était déjà des asanas, des postures avant tout. Et la grande chance, c'est lui-même qui disait ça de mon père, c'est qu'il s'est débrouillé dans les années 50, au début des années 50, en pleine période de plein emploi et les 30 glorieuses, pour se retrouver au chômage. Et à l'époque d'ailleurs où il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas d'indemnité. Et il s'est fait prof de yoga, particulièrement de yoga nidra. Puis ensuite, les élèves lui ont dit, on voudrait bien que vous fassiez aussi du vrai yoga, du yoga postural. Et moi, j'ai été élevé dans cette ambiance. Une fois par semaine, une fois par mois, pardon, on faisait venir à la maison le dimanche des profs de yoga, dont j'ignore le nom d'ailleurs. Mon père les faisait venir parce qu'il avait un petit peu de difficulté à se renouveler, et puis qu'il n'y avait pas beaucoup de livres à l'époque. Mais je pense qu'il y avait des gens comme Nila Outhoff, je sais qu'André Van Lisbeth est venu une fois, Yvonne Melron, etc., qui venaient à la maison, on était en banlieue parisienne, à Courbevoie. Un jour, un de ses profs de yoga m'a dit, moi j'avais 6-7 ans, qu'il allait en Inde parce qu'en Inde, il avait un maître qui savait voler dans les airs. Et c'est là où j'ai décidé de me lancer moi-même dans le yoga. Et je me souviens très bien, je me planquais dans un coin du bureau, et donc un dimanche par mois, il y avait des séances absolument éblouissantes de yoga, et j'écoutais tout. Voilà, j'avais une. Et puis la chance que j'ai eue aussi, c'est que mon père ayant une santé très très fragile, dès que j'ai eu 16 ans, il m'avait formé un peu, il m'a acheté un vélo Solex, c'était l'équivalent des vélos électriques d'aujourd'hui. Et il m'a dit, écoute, quand je ne peux pas venir à un de mes cours, tu me remplaces. Et donc j'ai commencé presque à enseigner, avec beaucoup de trac d'ailleurs à l'époque. Alors il disait à ses élèves, j'étais un grand prof de yoga, ce qui était tout à fait faux. Et c'est en enseignant comme ça, de manière un petit peu ponctuelle, que je me suis vraiment lancé dans le yoga, parce que entre les cours, je me lançais, j'étais obligé de travailler, ne serait-ce que pour atténuer mon trac. Et je pense qu'effectivement, enseigner, c'est un très très bon moyen d'apprendre. C'est comme ça que j'apprends. Et en fait, au niveau de la vision, j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que c'est arrivé assez tard. J'ai eu des problèmes oculaires vers 40 ans. Et mon ophtalmo, j'étais à Paris à l'époque, m'a dit surtout ne quittez pas Paris parce que votre deuxième œil va tomber très très rapidement. Vous avez une maladie orpheline un peu rare et on ne peut rien faire. Et la première chose que j'ai faite, c'est de partir à la campagne, où je suis en ce moment, et je suis très très bien. Et j'ai une chance énorme parce que j'ai été borgne de 40 ans à 60 ans, et juste avant 60 ans, mon deuxième œil
est tombé. Mais je m'en sors assez bien. Je crois de nous trois, c'est moi qui vois le mieux. Alors c'est très limité. Hein. Je rigole parce que je me sers tout le temps de mon ordinateur avec un zoom. Et la semaine dernière, mon zoom s'est bloqué. Je me suis retrouvé avec l'écran d'ordinateur tel que le voient les voyants. Et moi, je voyais rien. Et j'ai eu un mal fou à arrêter l'ordinateur pour le faire repartir. Et heureusement, le zoom est revenu tout seul. Mais je me suis aperçu tout d'un coup que j'étais incapable d'utiliser un ordinateur. Et alors, voilà. Donc, comme j'étais prévenu du fait que j'allais perdre mon deuxième œil, que quand on est borgne, on vit très très bien, on voit tout à fait normalement, on a un petit peu de mal à évaluer les distances, mais c'est la seule chose problématique. Donc en fait, j'ai perdu la vue à 60 ans alors que je pensais que j'allais la perdre bien avant. Donc je m'étais vraiment préparé, j'avais une grande habitude, voilà. Et le yoga est une chance aussi exceptionnelle parce que j'ai toujours dit que si j'étais chauffeur de poids lourd, par exemple, ça me poserait un gros problème. Mais vraiment, ça m'a positivement changé la vie dans la mesure où j'ai arrêté de faire des cours parce que, comme je viens de le dire, je suis en pleine campagne et que je ne peux plus conduire, donc c'est un peu compliqué. Et maintenant, je me résume à des ateliers de week-end, des stages, beaucoup à l'étranger aussi. Et je trouve ça très, très bien. Voilà, en gros. D'accord, donc ça a transformé ta manière d'enseigner le yoga, mais finalement, pas en mal déjà, ça a juste changé un petit peu ton organisation. Voilà, et en bien, parce que je trouve que c'est très agréable. Moi, je vais commencer d'abord par mon histoire avec la vue, puisque c'est vraiment comme ça que ça a commencé chez moi. Je me cognais dans le noir depuis que j'étais toute petite. Enfin, ce que j'appelle le noir, c'est dès que le soleil commence à baisser, en fait. Et on me disait que j'étais maladroite jusqu'à l'âge de mes 16 ans. J'avais tout le temps des entorses aux chevilles, des glaçons sur la cheville. Donc j'étais maladroite. J'ai commencé ma vie maladroite. Et puis à 16 ans, mon ophtalmo habituel, j'habitais à Albi alors en province, était parti en congé. Et son remplaçant, à qui ma mère signalait à chaque fois mes problèmes nocturnes à mon ophtalmo, mais il voyait pas le truc. Son remplaçant quand même a dit c'est pas normal, allez à Toulouse faire des tests. Et donc à 16 ans, toute une journée avec ma mère, nous sommes allés à Toulouse faire des tests. Et le soir, on m'a dit un diagnostic, on m'a dit voilà, vous avez une rétinite pigmentaire, c'est une maladie génétique rare, évolutive, sans traitement, et vous pouvez perdre totalement la vue. Je dis mais c'est-à-dire? Il m'a dit devenir aveugle. Donc j'avais 16 ans, j'ai fait comme si j'avais rien entendu, même si évidemment j'ai tout entendu, et très très bien. Et donc je suis rentrée dans un énorme déni. Donc fallait pas qu'on m'en parle, je vivais comme tout le monde. Enfin, j'essayais en tout cas. J'avais déjà trouvé des stratégies nocturnes, puisque évidemment, je galérais déjà beaucoup dans l'obscurité. Donc, je marchais sur la route au lieu de marcher sur les trottoirs parce qu'il y a moins d'obstacles. Ça a été pratique aussi pour mes premières rencontres amoureuses, puisque finalement, j'avais besoin de tenir la main de quelqu'un pour marcher la nuit. Donc, c'était un bon moyen de rentrer en relation finalement. Enfin, voilà, j'ai vraiment fait ma vie le plus normalement possible. À 18 ans, j'ai appris à conduire. Alors évidemment, j'ai pas dit que j'avais cette maladie. À l'auto-école, ça serait impensable aujourd'hui, je le dis en plaisantant, mais c'était une autre époque. Évidemment, je ne conduisais pas la nuit, de toute façon, j'en étais bien incapable. Je pense que j'avais déjà en fait des atteintes de la vue de jour, qui étaient, moi dans mon cas, une rétinite pigmentaire, c'est le champ visuel qui se réduit, mais j'en étais tellement inconsciente qu'en fait, on peut se duper de bien des manières, j'ai envie de dire, voilà. Et puis j'ai vraiment fait ma vie comme ça. J'étais bonne élève, j'aimais apprendre. J'ai fait une prépa HEC, j'ai fait une école de commerce à Paris, l'ESSEC. J'ai rencontré mon futur mari là-bas. On a voyagé à l'étranger, on a vécu en Amérique latine, à Londres. Et à chaque fois, moi, je cantonnais mes problèmes à la vie nocturne. J'avais décidé que c'était le seul problème que j'avais. Et tout le reste, je pense que j'avais des compensations qui se mettaient en place sans que je m'en aperçoive. Parce que j'étais quand même, paraît-il, un peu dangereuse en voiture, en fait. Mon ophtalmo, une fois, avait dit à ma mère, il y avait 2 consultations chez l'ophtalmo, il y avait ma mère, alors, comment ça va, ses yeux, sa maladie, docteur, je suis très inquiète. Et puis moi, alors Muriel, ta vie, comment ça se passe, tes études? Et moi, c'était toujours les grandes études, les grands voyages, voilà. Et puis, quand même, un jour, il avait dit à ma mère, est-ce qu'elle vous fait pas un peu peur en voiture? Parce que je lui avais dit que quand je croisais une autre voiture, je ralentissais, parce que des fois, les rétroviseurs se touchaient un peu. Et moi, j'avais été très vexée, j'avais dit, mais je conduis très très bien. Tout ça me paraissait absolument normal, donc c'était le déni, en fait. Et puis bon,
Je suis sortie de mon déni de la manière la moins prévue que possible. En fait, je travaillais à Paris en début de carrière dans des entreprises, donc, puisque mes études m'avaient conduit à ça. J'avais pas encore rencontré le yoga. J'ai rencontré le yoga à l'âge de 27 ans parce que j'étais alors dans une nouvelle entreprise à Paris et ma professeure qui est aujourd'hui la directrice de l'école de yoga Van Lisbeth, Marie-Rose Bardy, elle était aussi dans la même entreprise que moi et elle donnait aussi des cours de yoga. Donc, j'ai fait un cours par semaine. Et le yoga me faisait vraiment grand bien, mais au début, j'étais juste élève. Et puis après, je suis redescendue sur Toulouse pour le travail. Mon ex-mari, mon mari m'a suivi, mais nous avons divorcé à ce moment-là de ma vie. Et 1 an après, j'ai perdu la vue. J'ai eu vraiment une grosse chute visuelle. Et je suis passée vraiment de conduire une voiture à marcher avec une canne blanche, enfin, devoir apprendre. C'est pas intuitif, hein. Et j'avais 33 ans. Et là, évidemment, tout s'est déconstruit dans ma vie. Ça a été une période compliquée. Je me suis fait accompagner par de la thérapie, hein. C'était une psychanalyse à l'époque parce qu'il y a eu aussi beaucoup de souffrances à traverser, parce que tout ce que j'avais enfoui pendant 32 ans minutieusement, ça m'a sauté à la figure. Donc évidemment, il a bien fallu affronter tout ça. Et moi, j'ai coutume de dire que c'est vraiment le yoga qui m'a sauvée parce que 2 ans avant, j'avais démarré mon cursus pour être formée pour devenir enseignante de yoga. Et c'était à l'école de yoga Van Lisbeth à Paris, la première promotion, en 2005, que j'avais rejoint. J'étais pourtant déjà à Toulouse, mais je faisais des trajets. Et j'avais senti intuitivement que ça pouvait me donner des clés, en fait, des réponses, par rapport notamment à la souffrance que je traversais. Et ça a été le cas. Et c'est vrai qu'autant la thérapie m'a permis des nettoyages, moi j'aime à dire, autant le yoga, ça m'a ouvert une lumière que je soupçonnais pas et ça m'a tiré, vraiment, ça a tiré ma vie vers le haut pendant toutes ces années un peu sombres parce que quand même, j'étais seule, j'affrontais la perte de vue, j'ai dû déménager. La seule chose où j'ai réussi à me maintenir à l'époque, c'était mon travail. J'étais déjà manager en entreprise, mais j'ai aussi dû changer de travail puisque j'étais directeur financier, c'était pas très adapté quand on perd la vue. Et donc, j'ai fait des rééducations pour des adultes qui perdent la vue à Nîmes. J'étais 4 mois en arrêt maladie. Et là, j'ai tout réappris finalement. J'avais appris la canne blanche, mais là-bas, j'ai réappris à manger, à m'habiller, à développer le toucher, l'ouïe, l'informatique adaptée. On me dit que je suis douée en technologie. J'ai appris. Parce que pour mon métier en entreprise, c'était très important que je puisse continuer en fait à faire ce que je devais faire. Donc au début, c'était des logiciels qui grossissaient l'écran, puis après, ça a été des logiciels audio qui parlent, qui décrivent tout ce qu'il y a à l'écran. J'ai beaucoup investi de temps et d'énergie pour apprendre en fait, pour réapprendre une vie autrement. Et alors, ce qui est drôle, c'est que le yoga, donc j'étais déjà dans cette école de formation, j'ai commencé l'école de formation comme tout le monde, et à mi-parcours, j'avais la canne blanche. Donc évidemment, ça a beaucoup questionné mes professeurs, tous les élèves autour. Et puis, c'est le yoga nidra, je pense, à cette époque-là de ma vie, m'a beaucoup aidé aussi parce qu'on pratiquait le sankalpa. Alors, je sais, Mathieu, ce que tu nous dis sur le sankalpa, mais moi, ce sankalpa, ça m'a vraiment tiré parce que je faisais un sankalpa à l'époque qui était chaque jour, je vois de mieux en mieux sur tous les plans. Et je crois que ce sankalpa, finalement, ça m'a permis de voir à quel point je n'y voyais plus rien. Et ça a été salvateur, puisque j'aurais pu aller tellement loin dans mes compensations que soit j'aurais écrasé quelqu'un, soit je me serais tué en voiture, enfin, ça aurait pu mal finir quand même. Il était temps que je sorte de mon déni. Donc vraiment, le yoga m'a permis déjà des prises de conscience, et puis ensuite, ça m'a ouvert à toute une sensorialité différente, aussi parce que j'ai fait les apprentissages à côté, et j'ai un yoga, moi, tous mes élèves, ça fait donc depuis 2009 que je l'enseigne, puisque dès que j'ai eu fini mon école, des gens de mon entreprise m'ont demandé de donner des cours, parce qu'ils avaient mal au dos, rien à voir avec les yeux. Et donc, depuis le début, je donne des cours en entreprise, et mes élèves m'ont toujours dit qu'ils suivaient mes cours les yeux fermés. C'est comme si j'avais une façon de guider de l'intérieur, et je le fais malgré moi, c'est naturel en fait, je le fais pas exprès, parce que je suis très précise forcément dans les indications que je vais donner, et chacun suit le cours avec sa propre sensorialité, les yeux fermés. Donc moi, j'ai jamais eu de problème par rapport au yoga et par rapport à la perte de vue, puisque j'étais déjà comme ça quand le yoga est arrivé, et je crois même que ça m'a ouvert des nouvelles portes d'une autre façon de voir le yoga en fait, voilà. C'est évident que j'ai pas un yoga extérieur où je vais pas regarder la posture de l'extérieur, mais je vais vraiment inviter chacun à trouver à travers qui il est, depuis son propre intérieur, sa propre posture juste en fait. Donc ça a été finalement pour moi plutôt une richesse quand tout ça s'est intégré dans ma vie, plutôt qu'une perte au fond. C'est vraiment aujourd'hui, je voudrais pas un autre parcours de vie. J'ai 48 ans aujourd'hui et ça m'a tellement apporté que voilà. Voilà pour l'introduction.
Ouais, donc ça enrichit ta manière, enfin ça t'a permis de développer ton mode d'enseignement qui finalement maintenant est adapté à tous. Ouais, et puis un des grands paradoxes aussi me concernant, parce que donc je suis aujourd'hui en situation de cécité légale, donc c'est-à-dire que j'ai un champ visuel de 3 degrés, quand le champ visuel normal c'est 180 degrés, et dans ce 3 degrés, ben évidemment c'est pas à 10 dixièmes, hein, c'est flou, enfin j'ai eu une cataracte associée, j'ai eu d'autres phénomènes, bref. Mais j'ai aussi beaucoup développé le yoga des yeux, c'est un grand paradoxe. Parce que j'avais quand même un petit restant de vision qui était très dégradé, j'étais très photosensible, et quand j'ai connu Maurice Daubard pour le yoga Tumo, mais il travaillait aussi beaucoup en yoga des yeux, il s'est un peu pris d'amour pour moi, parce que, en toute affection, hein, mais parce qu'il avait travaillé avec des aveugles dans sa vie, et quand il m'a vu, comment j'arrivais à me débrouiller, il était un peu fasciné par mon parcours. C'est devenu mon maître pendant 10 ans, et au-delà du froid, puisque je suis aujourd'hui aussi enseignante de yoga Tumo, mais il m'a appris le yoga des yeux et moi, ça m'a rééduqué ma photosensibilité. Je n'ai plus besoin de lunettes noires aujourd'hui, alors qu'avant, j'en mettais tout le temps parce que j'avais mal aux yeux. Et ça m'a rééduqué aussi pas mal la presbytie dans mon petit rond, mon tout petit rond. Donc, j'enseigne aussi paradoxalement le yoga des yeux. D'accord. Ah ouais, comme quoi on peut quand même améliorer un petit peu, même si c'est pas, voilà, c'est pas Ouais. magique, ça restaure pas, mais ça Ah donne ouais, un petit mais peu de confort. ça a quand même un côté magique parce que le confort qu'on peut retrouver, même s'il n'y a pas grand-chose, c'est juste énorme en fait au quotidien. Notamment la photosensibilité, moi, ça m'a vraiment ouais, aidé. D'accord, ouais, c'est vrai qu'on se rend pas compte de tout ça. Et aujourd'hui, donc, tu enseignes différents types de yoga, de ce que tu disais, donc le Tumo, Oui, Vajra. aujourd'hui, là, je suis dans une transition dans mes activités yoga parce que voilà, j'ai plusieurs activités. Je suis toujours en entreprise, hein, directrice des ressources humaines. Je suis aussi beaucoup dans du coaching, mentoring avec différents types de publics. Le yoga prend une place un peu différente dans ma vie. Je l'avais enseigné en ligne depuis 2020 parce que j'avais eu de la demande suite au confinement. Et j'avais toujours mon cours d'entreprise. Maintenant, je l'ai arrêté. Donc, je donne ponctuellement des journées sur Toulouse. Et après, j'ai beaucoup de demandes pour faire du yoga Tumo, des formations en yoga des yeux. Mais pour l'instant, c'est en gestation. Il y a plein de choses possibles. Mais avec mes multiples activités, pour l'instant, on verra la forme que ça prendra, j'ai envie de dire. Parce que pour moi, le yoga, ça fait partie de ma vie. Puisque je pratique, j'ai continué à me former ensuite beaucoup dans la voie du tantra avec Driss Benzoin. Enfin, je suis une passionnée, je suis tout le temps en train de me former d'ailleurs. Donc oui, je pratique plein de sortes différentes de yoga mais en tout cas dans mon enseignement et ma transmission aujourd'hui, je sens que c'est en recomposition. Je sais pas la forme que ça va prendre encore. Donc c'est beau, j'attends de voir. Ouais, je crois que c'est un parcours, enfin, on évolue tout le temps, on change nos appétences, notre manière d'enseigner, le cadre dans lequel on enseigne. Il y a des opportunités qui se créent. Et voilà, on sait pas trop où ça nous amène. Alors, moi, j'avais une bonne vue quand j'étais jeune, quand j'étais petit, quand j'étais ado, et j'ai commencé à entendre parler du yoga, et donc ça m'a intrigué, voire ça m'a fasciné. Et donc j'avais très envie voilà, d'essayer le yoga. Et quand je suis venu à Lyon pour mes études, à l'âge de 20 ans, j'ai pu commencer à pratiquer le yoga. Donc je me suis inscrit à un cours à la Croix-Rousse qui pratiquait suivant la méthode de Van Lisbeth. Et c'est à la même époque que j'ai commencé à être myope, donc à porter des lunettes, mais uniquement bon pour voir de loin. Donc pour pratiquer, je ne portais pas de lunettes. Et puis, donc, j'ai continué comme ça. Donc, je m'étais abonné à la revue de Van Lisbeth et voilà, j'ai continué à pratiquer le yoga. Ma myopie a continué à augmenter, mais voilà, très progressivement. Vers l'âge de 34 ans, hein, j'ai voulu approfondir le yoga. Donc, j'ai commencé une formation d'enseignant. Et c'était en Argentine. Et c'est à peu près à la même époque aussi que j'ai commencé à sentir quelques petits symptômes dans les yeux. J'avais un peu de tension, un peu mal à la tête, etc. Comme des petits problèmes visuels, mais pas très graves. Et c'était le début du glaucome, mais c'était pas diagnostiqué. C'était c'est une pression intraoculaire, le glaucome, qui réduit, qui attaque le nerf optique à terme hein, si c'est pas régulé. Mais je m'en suis pas rendu compte, ou les ophtalmos s'en sont pas rendus compte pendant quelques années, donc j'ai continué le yoga. Entre-temps, vers l'âge de 28 ans, j'avais
commencé à pratiquer aussi un yoga tibétain dans le cadre de la tradition Kagyu. Donc, il y avait Kalu Rinpoche, un grand maître de qui j'avais reçu les enseignements, qui avait enseigné un yoga adapté aux Occidentaux, qu'il appelait le Nangpe Yoga, le yoga de l'intériorité. Donc, vers 28 ans, j'avais commencé à pratiquer ça, et puis plus tard, on m'a demandé de le transmettre. Donc, j'ai continué le yoga indien, entre guillemets, parallèlement au yoga tibétain. Donc, jusqu'à l'âge de, environ 40 ans, on m'a demandé de transmettre le Nangpe Yoga. Mais entre-temps, donc, la chronologie n'est pas respectée, mais je reviens un peu en arrière, vers 36 ans, j'ai voulu approfondir donc le yoga indien, entre guillemets, et là, j'ai eu l'occasion et aussi la chance de rencontrer Christian Tikhomirov. Donc, c'était une belle rencontre et tout de suite, j'ai senti que c'était le yoga qui me convenait et je me suis inscrit à une formation. Et là, j'ai pas arrêté pendant une douzaine d'années de suivre différents cycles de formation, d'approfondissement, de rituels, etc. Donc, je me suis mis dans le Natha Yoga de Christian Tikhomirov. Et en même temps, j'ai transmis le Nangpe Yoga. Mais au bout de quelques années, donc ça s'est éclairci. Donc, je me suis plus investi, je me suis plus senti libre d'enseigner dans le Natha Yoga. Voilà, j'ai approfondi, j'ai commencé à donner des formations d'enseignants et ma vue continuait à baisser, mais j'y voyais encore suffisamment pour tout faire sans l'aide de personne. Et donc j'avais une loupe parce que j'avais du mal à lire. J'avais une loupe avec une petite lumière. Voilà, progressivement, je m'adaptais petit à petit à cet état, mais il y a bien eu un moment où j'ai dû me rendre à l'évidence que j'y voyais plus suffisamment pour conduire, par exemple, et je pense que je devais devenir dangereux aussi. Donc, il y a un moment où je pouvais pas me résoudre à arrêter de conduire, mais à un moment où j'ai retrouvé ma voiture qui avait brûlé. Il y avait eu un incendie et la voiture était complètement calcinée. Donc là, j'ai su que je devais arrêter de conduire. Et j'ai continué donc à enseigner, j'ai continué à approfondir le yoga. Mais il y a eu un moment également où j'ai dû m'équiper avec des dispositifs particuliers. J'ai utilisé des dictaphones. Je ne pouvais plus lire, donc j'écoutais et puis j'avais mes notes. Je suis passé du visuel à l'audio en fait. Et puis il y a eu un moment aussi, j'ai dû prendre une canne blanche. Donc là vers les 57 ans, j'ai dû prendre une canne blanche parce que moi j'arrivais encore à me déplacer, mais les gens ne voyaient pas forcément que j'étais malvoyant. Donc la canne blanche, ça a été un pas dans la reconnaissance de mon état de malvoyant qui a continué à évoluer progressivement vers l'état de quasi non-voyant en fait. Donc là, je peux dire que je suis quasiment aveugle. Je vois un petit peu la lumière, quelques formes. Au fur et à mesure que ma vue se réduisait, ma pratique, devenait plus intériorisée et j'avais moins d'autres choses à faire que de pratiquer, de transmettre. Et donc ma vie c'est plus organisée autour de ça, avec bien sûr tous les aménagements qu'il faut quand on n'y voit pas. Donc j'ai eu des aides à domicile. Donc pour le yoga, j'ai continué à donner mes cours tout seul. Par contre, pour les formations d'enseignants qui sont assez pratiques, assez précises et tout, il y a un moment, donc j'ai dû prendre une assistante pour m'aider, déjà pour les postures, pour rectifier les postures, etc., ou intervenir, voire les montrer, donc pour, on peut dire la partie asana, mudra, etc. Donc j'ai une personne qui est là toutes les, ou presque toutes les sessions de formation. Par contre, pour le yoga nidra, parce que je fais aussi des formations de yoga nidra, je me débrouille tout seul, sauf pour la partie technique, la partie d'enregistrement, de choses comme ça. Mais donc j'arrive à me débrouiller, pour la transmission, qui a évolué bien sûr, puisque n'y voyant plus, il y a d'autres sens qui se développent. Il y a
une acuité, on pourrait dire auditive, hein, qui se développe, il y a le ressenti, il y a différentes choses hein, qui se modifient dans un cours, mais comme c'était très progressif, j'ai jamais eu de changement brusque hein, lié au problème de vue. Ça a toujours été progressif, on va dire. D'accord. Mais donc c'est intéressant, on voit que quand même tous les trois, vous avez mis en place des stratégies un petit peu différentes pour organiser l'enseignement suite à tous ces changements. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en tant qu'enseignant, donc vous avez tous un petit peu répondu, mais revenir là-dessus vraiment précisément, quels changements vous avez dû mettre en place et quelles sont les principales différences dans votre manière de transmettre le yoga par rapport à vous quand vous voyez et à un enseignant voyant? Moi, j'ai la chance, mais ça s'est fait. Moi, donc, je suis parti longtemps en Inde et j'ai découvert là deux formes de yoga. Une que je commençais à connaître, qui était le yoga nidra, mais je suis tombé sur un yoga nidra très traditionnel, et le kurma yoga, le yoga de la tortue, qui ont une spécificité tous les deux. Ce sont ce qu'on appelle en Inde des vak yoga, vak étant la parole. Le Kurma Yoga, par exemple, le Yoga Nidra, bien évidemment, la seule arme que l'on ait, le seul instrument, c'est la parole. En Yoga Nidra, les participants ont les paupières closes. Et en Kurma Yoga aussi, d'ailleurs, on travaille beaucoup paupières closes. Justement, ça permet vraiment de s'intérioriser, d'aller vers Pratyahara. Et donc, ça passe par les mots. Et c'est très très intéressant. Alors, il se trouve que dans mon cursus universitaire, parce que je n'étais pas très doué, j'ai passé un bac de justesse, et comme mon père était prof de yoga, je me suis retrouvé maître d'internat. C'était une bourse à l'époque. Et maître d'internat, ça m'allait très bien, d'abord parce que c'est la seule fois dans ma vie où j'étais maître. Et ça consiste en fait à être payé, à l'époque, c'était une autre époque, assez grassement par l'éducation nationale pour dormir. Et dormir très peu. Je passais 2 nuits dans un collège. Là, le seul travail réel, c'était de réveiller, d'ailleurs, de sortir du lit les enfants le matin. Et donc, c'était une manne, d'autant qu'à l'époque, il y avait 3 mois de vacances. J'arrivais des fois même à en prendre 4 en demandant à des collègues de me remplacer. Et donc, je partais en Inde, c'était la période de la mousson, l'été, mais c'était pas grave, où j'allais travailler le yoga. Et la seule nécessité, c'était qu'il fallait tous les 2 ans présenter un diplôme pour rester maître d'internat. Et donc, j'ai commencé à faire des études, mais totalement désintéressé. J'étais à Nanterre, j'avais demandé quelles sont les études où il y a le moins de débouchés, et tout le monde m'a répondu sociologie, donc j'ai commencé des études de sociologie, qui d'ailleurs m'ont passionné. Et puis, ayant terminé sociologie, on m'a dit, maintenant il y a ethnologie, c'est l'étage au-dessus. Et donc, j'ai appris à désapprendre, ce qui était très intéressant, parce qu'en ethnologie, en fait, on apprend bien. Et j'ai appris vraiment à rentrer dans une autre pensée que la mienne, ce qui est tout un travail assez complexe. Et donc, j'ai essayé en Inde vraiment de rentrer dans cette pensée indienne qui me dépasse totalement. Je prendrai juste un exemple. J'ai dû visiter presque tous les grands temples du sud de l'Inde. Et chaque fois que je visitais un temple dans le sud de l'Inde, on me disait c'est le plus grand de l'Inde. Alors, à un moment, j'ai dit, mais tous ne peuvent pas être le plus grand. Et les Indiens m'ont dit, si, c'est votre système de pensée qui a des failles, mais pour nous, il n'y a aucun problème. Et voilà. Donc, si on veut rentrer dans le yoga, il faut vraiment rentrer dans une pensée indienne qui est très différente de la nôtre. Et ayant fait sociologie à une époque où vraiment c'était Lévi-Strauss qui prônait, et j'ai travaillé vraiment dans la relation. En fait, tout le système de la pensée indienne fonctionne sur la relation entre les choses. Nous, on s'intéresse aux choses, aux individus. Les Indiens s'intéressent ni aux choses, ni aux individus, ni aux éléments. Ils s'intéressent aux relations entre les éléments. Et je me souviens, un jour, j'étais très inquiet parce que j'avais une amie qui était partie avec ce qui me paraissait un très très mauvais gourou indien. Et mon propre maître m'a dit, mais c'est pas grave, si la relation entre votre ami et ce gourou est bonne, ça va marcher.
c'est pas important que ce soit un mauvais gourou ou un faux gourou. Voilà. Et il m'a dit, avec notre relation, elle marche, mais si elle ne marchait pas, ça n'irait pas. Et je me suis aperçu qu'en fait, la relation est très, très importante. Si, par exemple, je ne pense pas qu'on puisse comprendre avec notre pensée le système des castes indiens. Mais si on quitte notre pensée, on va parvenir à rentrer dans ce système qui est un système par relation. Et tout le yoga que j'ai rencontré en Inde fonctionnait sur des relations entre des éléments, et puis aussi cette idée très intéressante que ce qu'on appelle les moyens habiles, c'est-à-dire que tout ce que le yoga s'intéresse au réel, mais comme le réel est beaucoup trop complexe, incompréhensible, on s'en aperçoit tous les jours, on se heurte à lui, ils ont essayé en yoga de modéliser. Et modéliser, moi, ça me disait quelque chose, parce qu'en sociologie, j'avais appris à modéliser un phénomène pour arriver à le comprendre. C'est ce qu'on fait en ce moment en écologie, par exemple. Et donc, on va simplifier les choses à l'extrême et pour avoir des clés et pouvoir aller vers un réel. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que ces moyens habiles, il ne faut pas les prendre, comme parfois, malheureusement, on le fait en Occident, au pied de la lettre, les chakras, les koshas, enfin tout ce qu'on enseigne en yoga, c'est des simplifications outrancières du réel. Le réel est beaucoup plus complexe, beaucoup plus unitaire, donc on va découper ce réel en petits morceaux, et puis grâce à cela, grâce à cette modélisation, cette simplification, on va le comprendre. Et ce que j'ai rencontré en Inde de passionnant, c'est le Vak Yoga, et donc je disais, j'ai eu la chance de faire du sanskrit, en sociologie, avec entre autres Charles Malamud, qui était quelqu'un d'extraordinaire, mais aussi Madeleine Biardot, Anne-Marie Hénoul et bien d'autres. Et le sanskrit m'a fasciné parce que sanskritam, ça veut dire parfait. Et on a essayé de faire une langue parfaite. Ils ont presque réussi. Et, par exemple, au niveau du corps humain, mais aussi au niveau du mental, de la conscience, nous, on est très dépourvu en français pour parler de la conscience. J'ai esprit, conscience, mental. J'ai 3-4 termes assez peu définis, assez peu très flous. En sanskrit, on doit en trouver pas loin d'une quarantaine, et chaque terme a un sens très spécifique, d'ailleurs qui peut changer d'une école à l'autre, il faut faire attention à cela, ce qui permet de mener une séance de yoga. Même chose avec le corps, chaque partie du corps est nommée. Nous, on a des parties du corps qui ne sont pas nommées, par exemple les orteils en français, il n'y a pas de nom. Et donc, moi j'essaye de faire en français du Vak Yoga en Kurma Yoga, mais j'ai beaucoup de mal parce que j'explique la posture, je la parle. Et ça, c'est extraordinaire parce que j'ai beaucoup travaillé avec des non-voyants. Non seulement, quand on montre une posture, d'abord on se montre soi, et on a un corps spécifique, on a des limites spécifiques, et en plus, il y a une sorte c'est ce que les Indiens appellent Maya, une sorte d'illusion. Si je monte mon bras vers le haut, tout le monde va dire il bouge son bras, alors que mon bras anatomiquement ne bouge pas, je bouge mon épaule, je fais une extension de l'épaule. Et donc, si on montre, on va dire tiens, il tourne son pied, alors que je suis pas en train de tourner mon pied, je suis en train de tourner ma hanche. Comme la jambe est un segment, le membre inférieur est un segment, ça va tourner le pied, mais voilà, moi mon travail il se fait dans la hanche. Et ce Vak Yoga, pour moi, c'était vraiment lumineux parce que ça a complètement modifié mon yoga, le fait de suivre des postures. Alors, il y a en Inde aujourd'hui encore des cours de yoga en sanskrit. Je suis incapable de les suivre parce que même si j'ai fait pas mal de sanskrit, j'ai pas du tout le niveau de sanskrit qu'il faudrait, parce que cette langue est parfaite. Donc, je me suis beaucoup intéressé aux mots. Par exemple, je n'utilise jamais le terme fermer les yeux parce que c'est totalement impossible de fermer les yeux. On ne peut fermer que les paupières. Et à partir du moment où on comprend qu'on ne peut fermer que les paupières, ça change tout. Ça fait pénétrer dans ce regard intérieur.
dont le yoga parle, Pratyahara, mais aussi Rimbaud parle. Et si on dit je ferme les yeux, on bloque tout. On dit bah, tiens, il n'y a plus de vue, il n'y a plus rien. Alors que non, moi, quand je ferme les paupières, je vois beaucoup mieux à l'intérieur de moi maintenant qu'à l'extérieur. Mais l'extérieur est aussi passionnant. Hein. C'est pas du tout un déni de l'extérieur. Il y a cette idée que quand on est né, c'est une idée indienne, une idée du yoga qui est très très belle, poétiquement parlant. Les Indiens sont très fascinés par le fait que nous sommes nés en inspirant. C'est une chose dont on ne parle jamais ici, on parle même du cri primal, donc on part déjà sur la deuxième phase après la naissance qui a été l'expiration. Et pourquoi est-ce qu'on a inspiré en naissant? Parce que selon le yoga, au moment où je suis né, où je suis venu au monde, le monde est venu en moi. Et il y a deux mondes. Il y a ce monde intérieur qui est très très précieux pour moi, qui a du mal à accéder maintenant au monde extérieur. Et pendant le confinement, c'était génial d'avoir ce monde intérieur. Et puis il y a le monde extérieur que je ne réfute pas du tout, que j'adore. Je vais partir en Inde en février. J'adore explorer le monde. Et ces deux mondes sont presque identiques. Presque. Et ça, c'est absolument génial. Il y a des petites différences entre les deux. Et de temps en temps, on peut voir le reflet de l'un dans l'autre. Et donc voilà, tout ce travail de pratyahara, d'intériorisation, de travailler la posture paupières closes avec des mots MOT que je mets, des MOTS que je mets dans mon corps. Et nous, on est très très mal partis parce qu'on a un rapport au corps assez flou à travers un vocabulaire très peu précis. Personne ne définit le mot jambe de la même manière. Pour un médecin, c'est ce qui va du talon au genou, mais pour la plupart des gens, c'est le membre inférieur. Alors certains mettent le pied, d'autres pas, etc. On est très flou. On dit j'ai mal à la tête, alors qu'on dit j'ai cassé mon pare-brise. On utilise le possessif pour sa voiture et pas pour son crâne. Ce qui est très bien d'ailleurs, parce que selon le yoga, on n'est pas son corps, et c'est un élément de base, mais on a un corps, on possède, et donc tout le yoga, c'est une recherche sur la relation qu'il y a entre mon corps et moi, entre mon mental et moi, entre tous les éléments et moi. Voilà. Donc ce bac yoga m'a fasciné avant de perdre la vue, et ensuite m'a beaucoup aidé. Et moi, quand je donne un cours de yoga, que ce soit du yoga nidra ou du Kurma yoga, je ne fais que parler. Alors, des fois, je suis obligé de montrer parce que le français a des failles, etc. Et puis, on est obligé au départ de mettre en commun un vocabulaire en décidant que ça, c'est la jambe, ça, c'est la cuisse. Et donc, ce qui va se fléchir, c'est le genou. On ne peut pas fléchir une jambe, ou alors c'est une double fracture. Ça doit être très douloureux. Et une sorte de précision dans les mots que j'avais appris avec le sanskrit que je retrouve dans le yoga. Je parlerai comme ça pendant des heures et là je vais me taire. Le silence étant beaucoup plus important encore, dit le yoga, que le yoga de la parole. Après, c'est quand même très intéressant ce que tu dis, Mathieu. Enfin, c'est une vision des choses qu'on n'a pas du tout. Enfin, il y a beaucoup de cours qui ne s'embarrassent pas de tous ces détails, entre guillemets, si on considère que c'est des détails. Et le vocabulaire est extrêmement imprécis, on est d'accord. Les élèves sont pas toujours en capacité de recevoir aussi cette précision, ces nuances. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est super intéressant tout ce que tu nous partages. Est-ce que l'un de vous veut également partager un petit peu son expérience, les adaptations qui ont dû être mises en place? Je veux bien rebondir. On a trouvé un ordre qui nous va bien, on va le respecter. Ça s'est fait tout seul. Mais c'est intéressant parce que ce que tu viens de dire en rebond de ce que partageait Mathieu, les élèves sont peut-être pas prêts à recevoir cette précision. Oh, combien que si, et que ça manque cruellement dans les cours classiques qu'on peut trouver. Moi, de mon expérience d'abord d'élève, tous les cours où j'allais, on me disait ça, enfin, c'était imprécis en fait. Et n'y voyant rien, je n'arrivais pas, évidemment, à faire. Parce qu'il y avait une imprécision de langage, tout simplement. On dit bien quand même qu'au départ, même asana, c'est d'abord un support stable et une direction claire. Donc si dans les mots de l'enseignant, on n'arrive pas à capter ce support stable et cette direction claire, suivre une séance est très compliqué. Parce que l'enseignant voyant, ben lui il voit, il pense que tout le monde est comme lui. Ça c'est le propre de l'être humain, on pense que les autres sont comme nous. Donc on peut jamais se mettre réellement à la place de l'autre. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose, moi j'ai été sensibilisée dès le départ de l'autre côté en tant qu'élève.
Et donc, en perdant la vue et en devenant enseignante de yoga, puisque j'ai vraiment eu ces deux expériences concomitantes dans mon parcours, j'ai naturellement tout de suite adopté une précision de vocabulaire. Et comment j'ai trouvé cette précision? Je l'ai trouvée par l'anatomie. Donc, ça m'a naturellement intéressé d'approfondir énormément les connaissances même de ma formation initiale, parce que je trouve que c'est en se référant au corps, le corps physique, qui donne ensuite, qui est la porte d'accès à tout le reste, mais c'est vraiment en passant par là. Et donc, j'ai vraiment un yoga où, quelque part, c'est une forme d'éducation aussi, parce qu'on est tellement coupé du corps en Occident. Moi, la première, je m'étais tellement coupée de mon corps, puisque j'étais dans ce déni de ma maladie, de ce qui m'arrivait, des symptômes aussi que je pouvais ressentir dans le corps physique, mais je m'en étais coupée pendant très longtemps. Donc, j'ai eu toute une démarche de réintégration de mon propre corps, et c'est vraiment aussi cette démarche vers laquelle je guide les élèves sur un tapis, de ressentir leur propre corps, de savoir où se trouve quoi. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on connaît très mal notre corps, mais sans même parler de la dimension poétique et symbolique du corps, déjà dans sa construction, dans sa constitution, le côté le plus grossier, l'anatomie, la physiologie. Donc ça, vraiment, ça a été quelque chose qui m'a, moi, passionnée dès le début de l'enseignement, d'avoir ce rôle un petit peu éducatif, pédagogique. Ça s'est fait malgré moi, je le théorise aujourd'hui pour notre interview, mais voilà, je l'ai fait naturellement, intuitivement. Et puis, il y a une deuxième chose aussi, c'est dharana, évidemment pratyahara dont parlait Mathieu, le retrait des sens, pour nous il est concret, le retrait des sens, donc ça nous amène à découvrir d'autres royaumes, parce qu'on a les sens, les 5 vers l'extérieur, et puis on a en miroir les indriyas, les 5 sens miroirs vers l'intérieur, donc je pense que ça nous amène naturellement à une exploration plus complète de ces sens-là, parce qu'on perd un sens extérieur, et naturellement perdre la vue amène à une forme de concentration, parce que la vue, c'est quand même le sens qu'on utilise le plus parmi les 5 sens extérieurs. Entre 65 et 85% du temps, c'est la vue qui est le sens privilégié. Donc, il prend vraiment le dessus sur les autres. On est dans une société aussi de l'image qui est très visuelle. Et donc, perdre ce sens-là n'est pas anodin. Oui, l'aire visuelle peut se retrouver du coup disponible pour d'autres aires qui se développent quand on fait des stimulations. L'aire tactile, l'aire auditive, l'aire olfactive, le goût, etc. Enfin, c'est les 4 autres. Mais c'est vrai que naturellement, moi, en plus ma perte de vue, c'est comme les œillères d'un cheval, j'ai envie de dire. C'est vraiment comme si on avait petit à petit des œillères qui s'installent, puisque c'est le champ visuel. Et donc naturellement, on n'est plus attiré par les objets brillants qu'il peut y avoir partout. La vue, je trouve, est un sens très dispersant. Et il y a un lien tellement direct avec le mental. Donc finalement, c'est comme si on se retrouvait dans une forme de pratique continue du yoga, même en dehors de son tapis, en expérimentant la perte de vue, parce qu'on est naturellement obligé d'être dans une concentration plus grande, juste pour pouvoir faire nos actes du quotidien, manger, trouver sa fourchette, trouver son truc pour s'habiller. On a des méthodes, évidemment, des façons de faire, mais on est naturellement plus concentré. Et moi, je pense que ça c'est aussi quelque chose que j'ai transmis du coup à mes élèves, c'est cette capacité à sortir de la vue qui peut vraiment disperser, et cette capacité à sortir de l'agitation mentale en revenant un peu plus vers l'intérieur. Et puis, il y a une troisième dimension que ça m'a permis. Alors, je sais pas si c'est différent par rapport à un prof voyant, mais en tout cas, c'est certainement une porte d'entrée pour moi qui est plus grande ou plus importante. C'est qu'à l'époque où j'ai perdu la vue et j'étais dans l'enseignement du yoga, j'étais donc en grosse difficulté de santé parce que j'avais tellement compensé que ça m'épuisait en fait ce que j'étais en train de vivre. Donc j'étais très très fatiguée, j'avais une vitalité qui était très basse et je n'arrivais pas pendant un temps à pratiquer le yoga, tout simplement les postures, parce que j'étais au lit, j'avais la cataracte qui avait été opérée, j'y voyais plus rien, ça a été brutal. Et donc j'ai trouvé une autre manière de pratiquer le yoga sans pratiquer le yoga, on pourrait dire extérieur, même s'il n'est pas extérieur, mais le yoga corporel, les asanas. Et ça s'est fait en moi. Il y avait des salutations au soleil qui se faisaient sur le petit matin. Je me trouvais en pratiquer en visualisation. Mais c'est pas moi qui ai cherché ça. Ça s'est fait en moi. Et ça a fait énormément partie après de la façon dont j'ai enseigné le yoga, comme culture de connaissance de soi. Bien au-delà des postures qu'on peut faire sur un tapis, parce que ça, c'est tellement pas le yoga finalement. Donc ça m'a vraiment fait toucher du doigt cet enseignement, je dirais, d'emblée plus intégral, plus complet, qui touche à l'humain dans ses profondeurs et à la connaissance de soi. Parce que c'est ça qui m'a intéressé dans le yoga, c'est on peut tout traverser, y compris les maladies, et pour autant être en très bonne santé, parce que la vraie question c'est svasta, ce terme du yoga qui dit être stable dans le soi, qui est la définition, on va dire, plutôt de la santé côté yoga. Et ça a tout changé pour moi. Je me dis, ok, qu'est-ce qui me permet d'être stable dans le soi, même si extérieurement, pour l'instant, c'est pas génial. Et après, j'ai fait aussi ce qu'il fallait pour évidemment rebâtir le corps physique, puisqu'il y a cette dimension-là aussi dans le yoga.
Donc, ça m'a d'emblée ouvert à une pratique et à une transmission beaucoup plus large que ce que les yeux ou ce que les apparences pourraient nous laisser, je pense, penser. Voilà ce que je pouvais en dire. Et oui, comme tu dis, tu as développé une vision intérieure tout naturellement. C'est ça qui est impressionnant dans ce que tu dis, sans chercher à le faire, ça s'est imposé. T'as développé un sens plus intérieur et tu as perdu cette dispersion que nous, on peut avoir effectivement. Comme tu le dis, c'est une ère très visuelle pour le meilleur et pour le pire. Et souvent pour le pire parce que ça crée une confusion mentale chez beaucoup de gens qui est difficile à gérer. Ouais. Et ça, je le vois, moi, encore aujourd'hui, je suis surprise. C'est pas forcément sur un tapis de yoga, mais par exemple, dans mes déplacements, donc je conduis plus depuis une longue date, depuis 33 ans, depuis que j'ai 33 ans. Mais j'ai des chauffeurs, donc, de transport adapté. J'habite à Toulouse. Et si le chauffeur est stressé, déjà, je vais le sentir tout de suite. Et je sais qu'il va se tromper de route à un moment donné, surtout qu'à force, on se connaît. Donc, il y en a certains, je les connais par cœur, presque. Et je vois son agitation mentale intérieure et son stress, et je sais qu'à un moment donné, il va se tromper de route. Donc moi, je rentre en grande vigilance, comme j'ai conduit et que je connais mes trajets. Si on est sur des trajets connus, je sais par où il doit passer. Et donc avant même qu'il se trompe, je vais lui dire attention, là, vous savez, vous devez prendre tel panneau et tout. Et donc là, en général, il me regarde et il dit mais vous y voyez? Ça peut être extrêmement paradoxal, ça j'en suis très consciente. Mais c'est une autre forme de vision, c'est ça qu'il faut bien comprendre, et ça existe en fait, voilà. Mais quand on est voyant, on n'y a pas accès. Parce forcément, le corps va pas développer ce qu'il a pas besoin de développer. Donc, on peut développer, mais juste, c'est parce que moi j'ai stimulé en fait le développement, parce que j'avais cette motivation pour vouloir continuer à vivre une vie d'expansion en fait. Voilà, je voulais pas une vie qui sera bougrie. Donc c'est quand même parce qu'on est stimulé par des choses qu'on développe. Voilà. D'accord, merci pour ce témoignage encore très différent et très très riche, très très actuel, très ancré dans le monde. Christophe, est-ce que tu veux partager quelque chose? Oui, alors moi j'ai commencé à pratiquer, donc surtout avec les postures. Bon, c'est ce qui était enseigné à l'époque. On mettait plus l'accent donc sur le côté physique, corporel. D'ailleurs, il y a un livre intéressant qui est sorti il y a pas très longtemps là sur le yoga, une histoire monde, qui montre bien que les styles modernes de yoga qui sont enseignés en Occident, donc qui viennent d'Inde, mais ont été influencés par l'Occident et donc le sport. Donc il y a cette dimension. Donc moi je suis arrivé au yoga par la posture, et c'est vrai que j'étais plutôt sportif, je travaillais physiquement, j'avais une certaine aisance dans mon corps, donc c'est ce que je préférais pratiquer, les asanas, et c'est ce qui était le plus valorisé, ce qui était le plus enseigné. Donc j'étais content avec les postures, mais c'est vrai qu'au bout de quelques années, je sentais quand même quelques limitations, et c'est sans doute pour ça que je me suis tourné vers le bouddhisme, qui lui met beaucoup l'accent sur l'esprit, en tout cas tel que c'est transmis en Occident. Donc le bouddhisme qui met vraiment l'accent sur l'esprit, un petit peu à l'opposé. Et voilà, pendant quelques années, je pratiquais le yoga d'un côté et puis le bouddhisme de l'autre, la méditation, on pourrait dire, en sentant que il y avait comme quelque chose qui manquait un peu. Donc quand j'ai pu commencer à pratiquer le Nongpe Yoga, le yoga tibétain, donc j'étais content puisque ça faisait le lien entre les deux d'une certaine façon. Mais voilà, à l'époque, on disait que pour aller plus loin, approfondir, donc les tsalung, les pratiques sur l'énergie, le corps subtil, etc., il fallait faire la retraite de 3 ans. Donc il y avait un premier niveau qui était enseigné à tout le monde, et un deuxième niveau, il fallait rentrer en retraite de 3 ans. Et donc pour moi, ça s'articulait pas bien dans ma vie. Je pouvais pas me libérer, ou je voulais pas me libérer pour cette retraite. Et c'est à ce moment que j'ai découvert le Hatha Yoga, qui lui donc enseigne le pranayama de façon libre, enfin à tout le monde. C'est pas besoin de faire des grandes retraites pour pratiquer le pranayama. Et j'ai découvert à ce moment une autre dimension, et qu'on peut dire, Mathieu qui parlait des Indiens qui font la relation, qui mettent beaucoup l'accent sur la relation, on peut dire que le travail sur le souffle, en fait, c'est quelque part un travail
relation, ça relie le corps et l'esprit, ça relie aussi l'intérieur et l'extérieur. Et donc, quand j'ai découvert ce yoga qui met vraiment le souffle au centre de la démarche, j'ai trouvé que ça me correspondait bien. Et donc, j'ai décidé d'approfondir. Parce que c'est vrai que le souffle, c'est le trait d'union entre l'intérieur et l'extérieur, le corps et l'esprit, mais aussi la gauche et la droite, le bas et le haut, etc. Donc, de mettre le souffle au centre, il y a vraiment une cohérence pour moi qui permet de rentrer davantage dans, dans cette unité dont parle le yoga. Et cette unité, bon, passe à la fois par l'immobilité, la verticalité, l'intériorité, mais l'accent est beaucoup mis sur l'intériorité, donc ça tombait bien puisque je pratiquais le yoga de l'intériorité dans le bouddhisme tibétain, et puis là je tombe sur un yoga qui était également très axé là-dessus. Donc c'est vrai que on met moins l'accent sur le corps physique. Bien sûr, il y a les asanas, on parle des parties du corps, etc. Mais on parle beaucoup, en fait, des nadis, des chakras, etc. Donc, au départ, ça peut être un peu illusoire, mais petit à petit, en fait, on s'identifie à autre chose que simplement le corps physique. Et ça décale un petit peu par rapport à l'attitude habituelle de mettre le corps au centre. Et on revient vers quelque chose qui, moi, me paraît plus central, c'est le souffle, hein, vu que c'est la relation. C'est ce qui permet de relier l'individu et l'univers. Donc, il y a cette dualité fondamentale. On se conçoit en tant qu'individu dans un univers, donc microcosme, macrocosme. Et avec cette pratique du yoga, on s'aperçoit que ça retourne un petit peu les priorités. La plupart des humains sont tournés vers l'extérieur, surtout dans cette époque moderne. Le fait de retourner, mettre plus l'accent sur l'intériorité, ça permet d'être plus libre en fait, puisque dans le monde extérieur, qui est le reflet du monde intérieur et vice-versa, mais dans le monde extérieur, c'est vrai qu'il y a tout un tas de conditions qui nous échappent. Et si on veut changer, en fait, c'est beaucoup plus facile de changer à partir de soi, puisque ça dépend de nous, en fait. On peut travailler sur le corps avec les postures, le souffle, l'esprit, etc., avec toutes les pratiques qu'on a. Plutôt que d'essayer de changer le monde, on peut commencer par changer son monde à travers ces pratiques, mais c'est la même chose en fait. Au fur et à mesure qu'on change à l'intérieur, on s'aperçoit que le monde change à l'extérieur. Et c'est beaucoup plus efficace de retourner, donc bien sûr pratyahara, ce retournement d'essence, et de travailler donc à partir d'une structure qui n'est pas celle qui dépend de la vision, le corps qu'on voit, qu'on peut toucher, etc. Mais plutôt de cette structure subtile qui est décrite dans les manuels traditionnels et qui est enseignée donc quand on approfondit le yoga. Donc le pranayama pour moi c'est un petit peu la clé. Et dans le type de yoga qu'on pratique et qu'on transmet, eh bien le souffle est vraiment au cœur de la démarche. On peut dire oui, c'est tous les types de yoga, etc. Mais là, peut-être un petit peu plus que dans d'autres courants que j'ai connus brièvement ou que j'ai pu pratiquer. Donc c'est vraiment le souffle qui permet de relativiser donc cette importance qu'on donne au corps physique dans cette époque moderne. Et puis qui permet de sentir comme un lien, comme une continuité, une trame en fait. C'est le sens de tantra. Donc il y a le sutra, le fil conducteur, et puis il y a le tantra, la trame, en fait, la trame de la vie. Tout s'interpénètre et le souffle est un peu au cœur de cette trame. Donc le
le fait de pas y voir, c'est vrai que c'est pas trop gênant pour moi, hein, pour la pratique, mais aussi pour l'enseignement. Pour l'enseignement, il y a quelques adaptations, mais voilà, c'est pas si dramatique que ça de pas y voir, hein, voire bien au contraire, hein, puisque ça permet de se recentrer, de réduire les distractions, hein, tous les pôles d'intérêt qu'on peut avoir quand on y voit, et de revenir vers l'essentiel en fait. D'accord, ben, merci beaucoup Christophe. En tout cas, avec ton témoignage, avec les deux précédents, on voit bien que ça insiste encore une fois sur quelque chose qui paraît évident pour certaines personnes, mais qui ne l'est pas pour toutes. C'est quand même que le yoga ne se limite pas du tout à l'asana, hein. On a un peu cette image actuellement d'un yoga très postural, et vous, ce que vous proposez, c'est pas ça. Et le yoga traditionnel, entre guillemets, si on peut encore parler de yoga traditionnel, n'est pas limité à la posture, bien évidemment. Est-ce que on peut changer un petit peu de point de vue et se mettre à la place d'un élève? Donc, je ne sais pas pour vous tous si vous continuez à suivre des enseignements, des formations, des stages, mais quels conseils vous pourriez donner à un élève? Parce qu'il y a beaucoup de cours où les enseignants, finalement, n'ont pas cette précision dont on parlait tout à l'heure, pas cette attention. Donc, un élève qui est malvoyant ou non-voyant, comment est-ce qu'il peut trouver sa place dans un cours de yoga classique, non adapté? Ce que j'ai beaucoup découvert en Inde, c'est un élément qui n'est pas du tout commun chez nous, c'est cette idée d'intuition, et que les Indiens fonctionnent beaucoup sur l'intuition, c'est-à-dire cette sorte de relation, là, on va encore rentrer dans une relation qui fait que tout d'un coup les choses deviennent comme ça évidentes. Et il y a tout un enseignement qui se fait par intuition. J'ai un voisin qui est physicien, Pascal, et qui me disait l'autre jour, mais la plupart des grandes inventions scientifiques, ne serait-ce qu'Einstein, ça a été fait par un moment d'intuition. Einstein, c'était un rêve. Il y a eu avant tout un travail intellectuel, hein. Il a travaillé pendant 20 ans. Et puis tout d'un coup, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui était de l'ordre de l'intuition. Et moi, je regrette beaucoup que dans notre éducation, mais même dans notre éducation nationale, on laisse beaucoup trop de place au rationnel, qui est passionnant aussi, hein, c'est pas du tout une condamnation du rationnel, mais l'intuition, tout ce côté un peu magique, je prends un peu de distance par rapport à ta question, Samantha, mais un jour, je suis arrivé en Inde voir mon maître et j'avais fait l'erreur à ne pas commettre de prendre un vol Air France. 6-7 heures de vol entre Paris et Delhi, sauf que la veille du voyage, Air France a supprimé son vol. On m'a fait passer par Amsterdam où je devais attendre un autre vol qui a été lui aussi supprimé. Enfin, je suis arrivé en Inde 48 heures plus tard sans avoir dormi. Et quand j'ai repris un bus, je suis allé voir mon maître qui m'a dit « Oh là là, vous n'avez pas l'air bien ». Alors je lui ai dit « Non, je suis un peu fatigué, mais je vais aller dormir et puis demain ça ira très bien. Puis je suis tellement heureux d'être là avec vous. » Et il m'a dit « Mais vous habitez où déjà ?» Alors je lui ai dit « J'habite en France, j'habite en Bretagne. » Ah, il m'a dit « Mais je crois que c'est très beau la Bretagne. » Je lui ai dit « Oui, je ne savais pas si vous voulez en venir. » Et il m'a dit « Pourquoi est-ce que vous ne resteriez pas en Bretagne ?» Alors je lui ai dit « Mais non, parce que je viens, parce que j'ai tellement de choses encore à apprendre, il y a tellement d'éléments que je ne... » Il m'a dit, mais vous pourriez les apprendre en Bretagne. C'est cette idée vraiment de Turiya. Le but de tous les yogas, c'est d'aller vers un absolu que les Indiens appellent Turiya, avec une grande sagesse. Turiya, on ne peut pas en parler. Ou si j'en parle, je vais commencer à dire des bêtises. Il n'y a que le silence qui puisse définir et exprimer Turiya. Et quand on s'approche, puisque nous, on n'est pas des grands yogis, on ne fait que s'approcher, de cette sorte de conscience universelle. Hein, je dis qu'il ne faut pas en parler, mais j'en parle, donc je suis en train de dire des bêtises. C'est une sorte d'internet, en fait. Tout le savoir du monde nous est donné sous forme d'intuition.
Et voilà, et c'est vrai, je m'en suis aperçu, il faut tout retravailler sur les deux côtés, mais souvent j'ai eu des réponses à mes questions, j'avais envie de les poser à des maîtres indiens et j'ai eu les réponses en France avant de les poser parce que comme ça c'est venu à force de penser à quelque chose, on a la réponse. Donc laisser faire, fermer les paupières, et si on a la chance de ne pas voir, on n'a pas besoin de fermer les paupières, et laisser venir les choses. Dans un cours de yoga, il y a tout ce que va dire le professeur, mais il y a aussi tout le langage qui passe et qui peut des fois être contradictoire. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vous dit oui verbalement et qui, avec tout son être, vous dit non. Ça rend fou, ce genre de choses. Donc, il faut une sorte d'unité, et le mot yoga veut dire unité. Et souvent, dans le Yoga Nidra, par exemple, il y a tout ce qui est dit, qui est important, mais il y a tout ce qui passe aussi. Comme dans le théâtre, tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui est capable de vous faire passer une émotion, pas seulement avec des paroles, pas seulement avec un texte, même si le texte est aussi important, mais simplement par sa présence. J'ai été très très marqué quand j'avais 5 ans. J'étais avec mes parents à l'inauguration à Paris du premier drugstore des Champs-Élysées, qui a brûlé depuis d'ailleurs. Et c'était tout à fait nouveau. On n'avait jamais vu ce genre de construction où il y avait une immense librairie, comme il y en a maintenant partout avec des tables, etc. C'était la première de France, entre autres. Et moi, j'avais 5 ans, je me suis baladé partout. Et je suis rentré dans cette immense librairie où il y avait des milliers de gens, je pense. Et j'ai vu un monsieur de dos. Et tout d'un coup, ça a été un peu magique. Et ce monsieur a pris toute l'importance. Je ne le voyais que de dos. Je ne voyais plus que lui. Et ma sœur aînée est arrivée à côté de moi et m'a dit c'est Alain Delon. Et Alain Delon, à l'époque, il a fait 2-3 films, mais ma sœur devait être amoureuse de lui. Et j'ai vu cet Alain Delon de dos. Alain Delon, c'est pas quelqu'un qui a un grand charisme, hein, c'est pas, mais il a une présence tout à fait animale. Et les animaux sont capables d'avoir cette présence. Et donc, c'est toutes ces relations intuitives qui vont se jouer, mais ça se joue très bien aussi dans le théâtre. Hein. Et donc, ce qui est dit dans une séance de yoga, c'est un élément important. Je ne dis pas que c'est pas essentiel, mais il y a tout ce qui se passe en dehors. C'est pour ça qu'en fait, pour avoir un bon prof de yoga, il faut être en atome crochu avec lui. Et ça se sent très très vite. Il y a des profs excellents sur le plan pédagogique que j'apprécie beaucoup parce que la pédagogie est importante, mais qui vont rien m'amener sur le plan humain. Puis il y a des gens qui vont m'amener comme ça quelque chose, mais sans rien faire de spécial, hein, sans même que je les connaisse ou je rentre dans leur intimité. Tout d'un coup, il va y avoir quelque chose qui va passer. Donc il y a plusieurs niveaux de contact. Et alors, je reviens aussi au Vak Yoga, au yoga de la parole, qui est très très intéressant parce qu'on peut travailler paupières closes, on peut s'intérioriser et partir de mots, et mettre des mots dans le corps. C'est tout un travail de yoga d'ailleurs. Voilà, tout d'un coup, on vous dit cou, et vous dites mais où est-ce qu'est mon cou, et voilà, parce que les gens ne savent pas où leur cou. Hein. Je dis toujours dans les livres d'histoire de mes filles, j'ai fait des rangements il n'y a pas longtemps. Il est toujours noté qu'on a coupé la tête de Marie-Antoinette et de Louis XVI, ce qui est absolument faux. On leur a coupé le cou, ce qui était déjà assez horrible comme ça, parce que les gens ne savent pas où leur tête ou leur cou. Parce que quand on tourne le cou, la plupart des gens vous disent tiens, tu as tourné la tête. Non, la tête, elle ne tourne pas, c'est un segment. Un segment, ça ne peut pas tourner. Pour tourner, il faut que ce soit une articulation. Et le cou est une série d'articulations à la fin de la colonne. Voilà, donc il y a tout ce... Le yoga est en fait d'une grande, grande subtilité. Et j'ai eu la chance de suivre des cours de yoga en tamil, entre autres en tamil nadu, alors que je ne parle pas un mot de tamil, c'est une langue très très difficile qui n'est pas indo-européenne, mais sans regarder, je recevais
tout ce deuxième côté du yoga, qui est tout ce qui passe comme ça. Je fais encore un parallèle avec le théâtre, parce que le théâtre, c'est la même chose. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est parfait au niveau qui connaît son texte par cœur, qui le dit avec une bonne élocution, mais rien ne passe. Et puis éventuellement un autre acteur qui va moins bien dire les choses, mais les raconter. Voilà. On raconte toujours, et Christophe doit connaître cette histoire, les Tibétains racontent l'histoire d'un paysan qui tournait autour d'un monastère en disant le mantra d'une grande déesse, et cette déesse apparaissait. Sauf qu'il le disait mal, le mantra, alors le maître lui apprend la bonne manière de le dire, et à partir de là, la déesse n'apparaît plus, parce que c'était dans sa sincérité, et l'histoire est très très belle, et donc le paysan recommence à dire le mantra faussement, et la déesse réapparaît. Voilà, donc je pense qu'il y a plusieurs niveaux dans un cours de yoga, même si c'est rarement dit, et que l'idéal d'ailleurs c'est quand tous les niveaux sont là, que le prof est un bon pédagogue, mais qu'il fait passer aussi quelque chose d'essentiel, et quelque chose d'essentiel qui passerait pas par les mots. L'importance du silence, que je suis pas du tout en train d'utiliser, mais Ramana Maharshi, par exemple, enseignait par le silence. On a à peu près tous ces enseignements dits, puisque tous ses disciples ont transmis tout ce qu'il disait, mais on n'aura jamais l'enseignement du silence qu'il avait, et seul le silence est capable d'enseigner certaines choses. Voilà, je me tais. C'est vraiment incroyable toutes tes histoires, Mathieu. Je trouve que ça illustre extrêmement bien les propos. Ça appuie très bien ce que tu dis, en tout cas. Bon, alors comme on a établi notre petit ordre, Muriel, c'est à toi. Quand j'écoutais Mathieu parler, ça m'a de suite fait penser à cette phrase qu'utilisait André Van Lisbeth. Je sais pas si elle est de lui, peut-être qu'elle est de son maître avant, Shivananda, enfin peu importe, qui disait le professeur enseigne plus par ce qu'il est, EST, que par ce qu'il sait. Donc c'est vraiment la résonance de ce qu'on vient de voir, c'est qu'il y a autre chose en fait qui passe au-delà des mots utilisés et de leur imprécision potentielle. J'ai envie de dire quelque part sur un certain plan, peu importe finalement. Et peut-être que en tant qu'élève, ce qui va être le plus important vis-à-vis du professeur, c'est cette relation, de la même du professeur lui-même finalement. C'est est-ce que la relation fonctionne, c'est-à-dire est-ce que l'élève sent que oui, c'est le bon endroit pour lui. Et ça, on a vraiment cette boussole intérieure, ce feeling. On a du mal à le dire avec la tête, mais c'est très bien. Il faut pas que la tête s'en mêle, elle a pas besoin. On le sent en fait, on sent les choses. Donc peut-être déjà, c'est même pas pour un élève malvoyant ou non-voyant, c'est vrai pour tout le monde. Ben oui, utilisez votre feeling naturel, votre discernement pour savoir si vous êtes au bon endroit dans ce cours-là. Et parce que yoga est plus grand finalement que nous, donc ça va passer. Même si c'est d'une autre manière que, voilà, que par tel ou tel mot. Moi, je me souviens de cours de yoga où j'y étais, je faisais ma propre version de ce qui était guidé par la voix, et puis quand il y avait des imprécisions, ben, moi, je prenais mes propres directions, finalement. Je suivais mon intuition, et j'avais pas l'impression d'être à côté du cours. Alors, et je pouvais pas vérifier de toute façon visuellement. Alors, peut-être que le prof, des fois, le disait, des fois, il le disait pas. Enfin, ça va vraiment tellement dépendre de la pédagogie de chacun. Mais quelque part, sur un certain plan, c'était pas grave, en fait. Je trouvais ce que je venais y chercher, qui est plus grand, là encore, que juste une exécution de quelque chose qu'on est en train de nous montrer. Donc ça, je dirais que c'est quelque chose qui peut être une vraie bonne piste au départ, de se faire confiance dans son ressenti, dans suis-je à la bonne place. Et puis, il y a aussi, moi j'ai envie de dire, cette part un peu mystérieuse, poétique, symbolique du yoga, qui à un moment donné dans le cours, de toute façon, est présente. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il y a la posture, il y a les pratiques, il y a la précision, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et à la fois, il y a tellement autre chose. Quand on dit, c'est Gérard Blitz qui a cette formule, être fermement établi dans son espace heureux, pour parler de Sthira Sukha. Mais chacun va interpréter ça, avec son propre corps, avec ses propres sens, avec sa propre façon d'être. Donc c'est pour ça qu'on peut pas se baser sur l'extérieur et sur le sens extérieur de la vue, juste pour
comprendre ce qu'est en train de vivre la personne. Ça doit être un regard beaucoup plus intérieur qui petit à petit doit se développer. Donc, un élève, moi quand je suis élève dans les cours de yoga, par rapport à mon handicap visuel, qui est certain, qui est réel, c'est peut-être le plus grand enseignement, ça a été de dire de m'autoriser à être qui je suis en fait, de pas être dans la comparaison, parce qu'évidemment que tout le monde est dans la comparaison, déjà, ça soyons clairs. C'est d'ailleurs un gros stress pour les élèves, souvent au départ. Hein. Oh là là, j'arrive pas à faire comme le prof, ou là là, j'arrive pas à faire comme l'élève à côté. Donc déjà, on a un gros travail, par exemple, par rapport aux débutants, pour faire comprendre que ça n'a rien à voir, qu'il n'y a pas à se comparer aux autres, ni se juger vis-à-vis de soi. Enfin, il y a tout un gros travail de déconditionnement de nos propres habitudes de pensée, en fait, hein, qui sont toujours dirigées vers le négatif. Et une fois que peut-être cette chose-là a infusé et qu'on a grandi là-dedans, dans ce non-jugement finalement, il y a aussi cette dimension intuitive qui est à révéler et qui est à explorer et qui est tellement passionnante en fait, de pouvoir dire à l'élève fais-toi confiance d'une certaine manière, ton corps sait, parce que voilà, tout est là de toute façon d'une certaine manière en tout le monde. Donc ça va être aussi comment stimuler cette créativité. Voilà, j'aime parler de créativité chez l'élève. On n'est pas en train de dire qu'il fait n'importe quoi et qu'il est complètement à l'opposé de ce qui est guidé. Mais ça peut être aussi une interprétation naturelle vis-à-vis de son propre corps et de son propre moment de vie qui va émerger. Et je trouve ça bien de pouvoir laisser émerger ça aussi. Moi, en tout cas, je sais que mes professeurs, très souvent, ils laissent ça se faire. Et je trouve ça extrêmement à la fois bienveillant et à la fois agréable et à la fois nécessaire d'une certaine manière. Donc, je dirais que par rapport à un handicap, ne pas avoir peur d'être différent, parce que oui, bien sûr, ça peut créer des différences, mais tout le monde est différent. Finalement, il n'y a pas que le handicap qui crée des différences. Tout le monde a son propre handicap, c'est juste qu'il n'est pas forcément reconnu ni visible, et que chacun s'autorise aussi à pouvoir dire les choses. Quand il y a vraiment quelque chose que l'élève ne vit pas bien ou comprend pas, etc., que à la fin du cours, il puisse aller vérifier s'il a besoin par la parole ou en demandant. Voilà, il faut pas non plus hésiter. Moi, je me souviens d'une fois, ça c'est une histoire qui m'avait marqué. On était dans un stage de yoga avec ma première enseignante, enfin sur Toulouse, qui a été une maître pour moi vraiment pendant 10 ans, que j'ai beaucoup pratiqué avec elle. Et c'était vraiment en plein cœur de ma perte de vue, qui était pour moi une vraie sadhana, hein, cette perte de vue. Ça s'est vraiment intégré dans ma pratique de yoga. Et on était en train de faire une pratique qui était une visualisation, un tratak, sur un mandala. Bon, très bien. On fait ça un certain temps, voire même un temps certain. Et puis le lendemain, je la voyais en individuel, parce qu'elle était par ailleurs aussi ostéopathe, naturopathe, enfin elle avait différentes cordes à son arc. Et je sais pas pourquoi cette pensée m'a traversée, je me suis dit tiens, je vais lui dire. Je lui ai dit, tu sais, quand on faisait hier tratak sur le mandala, j'ai vu moi... au bout d'un moment, j'ai pas vu, je voyais plus le mandala, j'ai vu vraiment une déesse. Alors moi-même, j'y croyais pas, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est des formes géométriques. Et vraiment, c'était très très clair en plus la vision. Enfin, je sais pas si c'était une vision, une intérieure, extérieure, je n'en sais strictement rien, mais en tout cas, je lui ai décrit ce que j'avais vu. Et elle m'a dit, ah, c'est intéressant, ça veut dire que tu développes une vision effectivement différente, au-delà de la vue. Et finalement, si je m'étais pas autorisée à lui parler de l'expérience que j'avais vécue, que j'avais été la seule à vivre, parce qu'après on en a parlé tous ensemble, elle nous a fait débriefer, parce qu'elle a parlé de mon expérience, et les autres, non, ils avaient vu des formes géométriques. Si j'avais cru que j'étais quelqu'un de bizarre, parce que j'étais différente, et que je m'étais pas autorisée à lui en parler, j'aurais pas compris que c'était en fait une ouverture de quelque chose dans mon expérience de yogini. Donc, voilà, s'autoriser finalement aussi à se dire qu'il n'y a pas de limite, que tout est possible et on ne sait pas, tout simplement. Donc être dans une exploration très libre et se sentir à l'aise vis-à-vis de l'enseignant pour pouvoir dire aussi nos propres vécus et nos propres ressentis. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, Samantha. On s'est beaucoup éloignés les uns et les autres. Non, c'est très bien. En fait, c'est toujours très en lien quand même. Si, c'est une belle invitation à développer créativité, intuition, au lieu d'être dans la souplesse, dans la rigueur, voilà, donner un petit peu de vie au yoga. Parfois, on en fait une discipline un petit peu sèche, un petit peu, je sais pas moi, technique. Et beaucoup oublient cette dimension, voilà, plus intuitive, plus chaleureuse, moi je trouve. Donc là, tu remets complètement ça à sa place. Christophe, est-ce que tu as
Un avis, un point de vue, des conseils. Alors, par rapport à la question qui était qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à quelqu'un qui n'y voit pas ou pas bien ou pas du tout et qui veut s'inscrire à un cours de yoga? Ça dépend, bon, bien sûr, des cas, ça dépend si la personne a déjà pratiqué avant, mais si elle n'a pas pratiqué avant, qu'elle veut commencer le yoga, qu'elle n'y voit pas, bon, je conseillerais d'abord de contacter le prof pour parler avec lui, pour avoir une idée un petit peu de ce qu'il propose, et on peut capter beaucoup de choses dans un simple entretien, même téléphonique, et savoir où est la priorité de l'enseignant. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de formes de yoga moderne qui mettent vraiment l'accent sur le visuel, sur le corps physique, mais aussi sur le visuel, sur l'apparence, etc. Et si c'est un yoga qui est trop axé, par exemple, sur la perfection de la posture, ou alors sur arriver à faire des enchaînements très physiques, difficiles, etc., il risque d'y avoir un petit peu un sentiment d'échec si le but, c'est voilà de faire une posture dans la perfection et que pour ça, il faudrait y voir. Le fait de pas y voir, ça va être une difficulté supplémentaire, etc. Donc, à travers un premier contact avec l'enseignant, voir s'il y a une part pour dans ce qu'il propose, ce qu'il présente, est-ce qu'il y a une part pour l'intériorité, pour d'autres aspects du yoga que simplement l'aspect physique, la posture, l'image, etc. Et voilà, pour rebondir un petit peu ce qui a été dit de Van Lisbeth, je dirais que l'important, c'est pas tant ce qu'on fait, mais c'est ce qu'on est. Et on peut, si on veut rajouter une apostrophe devant, et c'est pas tellement ce qu'on pratique, mais ce qu'on réalise qui est important. Et ce qu'on réalise, on le réalise d'abord mentalement. C'est comme une prise de conscience, en fait. Donc, mettre l'accent sur la conscience, je pense que c'est un des éléments qui est vraiment important et déterminant, je crois, dans tout type de yoga, mais peut-être aussi encore un peu plus quand on a ce problème, c'est une limitation, ou ce qui apparaît comme une limitation dans l'approche habituelle, qui peut se renverser, se retourner et devenir une ouverture et au contraire ouvrir des espaces que n'aurait pas un voyant, peut-être par justement que la limitation devienne une ouverture, mais voilà, voir dans ce qui est proposé, est-ce qu'il y a une part pour l'intériorité, est-ce qu'il y a une part pour la conscience? Donc ça dépend pour toi un petit peu des types de yoga, de la Des types de sensibilité. yoga, mais aussi des enseignants, parce qu'il ne faut pas non plus limiter. Voilà, comme je disais, l'important c'est pas tellement ce qu'on pratique, mais ce qu'on réalise. Il y a de multiples approches en yoga, et en fait, faut trouver celle qui nous convient, faut trouver chaussure à son pied. Donc certains pourront trouver dans tel type de yoga quelque chose qui leur permet de réaliser cet état de yoga, d'autres ça sera un autre courant, etc. Donc c'est à la fois le type de yoga, mais aussi beaucoup l'enseignant. Comment il pratique ce yoga, comment il enseigne, quelle perspective ça ouvre ce type de yoga. Donc c'est pas trop net ce que je dis par rapport au style, etc. Donc il y a de multiples styles. Et puis il y a aussi une évolution. On peut commencer avec un yoga, passer à un autre, etc. Et puis il n'y a pas vraiment de séparation, puisque yoga c'est unité. Donc les différences, on les voit plus à la périphérie, mais plus on se rapproche du cœur, moins il y a de différences. On s'aperçoit que en fait tous les yogas n'en forment qu'un seul. Oui, la finalité reste la même. Il y a des formes qui peuvent être un petit peu différentes ou des codes, mais finalement, on cherche la même chose. Mais sans doute qu'il y a quand même, pour quelqu'un qui ne voit pas du tout,
plus de difficultés dans telle ou telle approche. Si par exemple on doit faire des visualisations très précises et que on n'a jamais vu, par exemple, on peut pas vraiment se représenter. Donc moi je sais pas, puisque j'ai vu à une époque, donc, et après j'ai perdu la vue, donc j'ai des références, mais quelqu'un qui n'aurait jamais vu, là je peux pas trop imaginer en fait comment ça peut faire quand on décrit quelque chose de très précis. Alors les formes, on peut les visualiser avec le toucher, etc., les triangles, les carrés, etc. Par contre, une divinité, c'est plus difficile à imaginer si on n'a jamais vu. Mais bon, après, c'est pas très important, hein, comme disait Mathieu, dans l'histoire tibétaine, hein, il y a plusieurs histoires comme ça, hein, qui montrent que c'est plus la sincérité, hein, la confiance, hein, qui est importante, hein, que la précision de la visualisation, parce que tout ça, c'est quand même assez relatif. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour tous vos partages. Moi, j'avais quelques questions. Vous avez répondu à tout parce que vos réponses étaient vraiment très riches, très complètes. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Je voulais juste, moi, rajouter, en lien avec ce que vient de partager Christophe, parce que c'est une expérience que j'ai eue là toute récente dans un autre champ, mais qui pour moi est le même champ, qui est le champ du coaching, mais moi je vis le coaching juste comme un outil où on est en individuel, qui va aller réveiller des émergences de choses que la personne a déjà en elle, on va dire. Et je travaille actuellement avec une personne non-voyante, complètement. Et c'est extrêmement intéressant parce que justement j'ai des outils pour les voyants, ça va être le dessin, des choses comme ça. Donc ça m'oblige aussi à beaucoup adapter ma propre pratique de coach. Et par rapport au sujet des visualisations, l'autre jour, moi-même je me posais la question, hein, j'étais pas sûre. Je me suis dit, on verra bien. Au pire, on abandonne la piste et on va dans une autre piste. Et donc on était sur quelque chose de cet ordre-là. Et oui, si, il y a vraiment une capacité à visualiser, vraiment. Même assez précise finalement. Et moi je trouve ça passionnant de se confronter, parce qu'on voit bien que chaque personne malvoyante ou non-voyante a son histoire propre, et que selon l'âge où elle a perdu la vue, est-ce que c'est de naissance ou pas, enfin le vécu joue finalement plus que la perte sensorielle en elle-même. Ça c'est quelque chose que moi mon parcours m'a beaucoup montré, c'était même parfois choquant, les différences qu'il peut y avoir avec une atteinte ophtalmologique similaire mais des parcours différents. Et donc moi, j'ai ce côté en moi, chercheur, de travailler avec ce public-là. Et donc oui, la visualisation est tout à fait largement possible, et même, je dirais, à encourager, au contraire, oui. Alors, pour continuer par rapport à la visualisation, quand je parle de visualisation dans un cours, je mets l'accent sur le fait que c'est pas la vue isolée des autres sens. Que, par exemple, on visualise, c'est pas forcément le bon mot, hein, je dis visualiser, entre guillemets, etc., en relativisant. Par exemple, ressentir un courant d'énergie dans une nadi, ou une sorte de mouvement d'expansion, rétraction dans un chakra. Donc, je veux dire aux personnes de visualiser, c'est pas que voir, on voit, mais en même temps, on sent et on sait. Donc, il y a une part de toucher, quelque chose de tactile, et aussi une part mentale. Donc, le toucher est présent dans tous les autres sens, hein. C'est pour ça qu'il est au cœur de l'expérience et il est relié au chakra du cœur. Donc, cette notion, hein, de toucher, de sensation tactile est extrêmement importante. Voilà, c'est pas purement visuel, il y a aussi une part mentale. Et donc, ne pas isoler la vue, hein, des autres sens fait que finalement, ça devient moins important de ne pas y voir, d'être privé de la vision extérieure. Si on arrive à sentir cette continuité entre les différents sens, et que le toucher est au centre, et d'une autre façon le mental aussi. Donc je vois, je sens et je sais en même temps. Et donc là c'est moins limitatif et ça va moins isoler en fait. Est-ce que Mathieu, toi, tu as envie d'ajouter quelque chose qui correspond pas du tout aux questions que je vous posais? Je pensais à quelque chose de totalement différent, mais je pensais à cette histoire que racontaient des proches, qui est vraiment sur la chance qu'on peut avoir parfois de ne pas voir.
il racontait l'histoire de ce journaliste qui interviewe Ray Charles et qui lui dit « ça doit être terrible de ne pas voir ». Et Ray Charles lui répond « ça aurait pu être pire, j'aurais pu être noir ». Et je pense que c'est des fois très bien de remplacer la vue par une imagination, il y a le mot image d'ailleurs aussi. Moi, c'est ce que je fais très souvent. Je ne vois pas les gens, mais je les imagine, et tant qu'à faire, je les imagine tous très beaux, donc je vis dans une sorte de paradis extraordinaire. Je racontais cette histoire j'étais dans un hôpital ayurvédique pour les yeux, où j'ai passé 3 séjours, Christophe connaît d'ailleurs, où ils m'ont fait récupérer quelques dixièmes d'ailleurs, et ma compagne est venue me rejoindre à la fin du séjour, parce qu'on a fait un périple en Inde ensuite, et je lui ai ouvert les fenêtres de ma chambre en lui disant, tu vois, en face, il y a une rizière, ça doit être magnifique, et elle me dit, c'est pas une rizière, c'est une sorte de terrain vague avec des détritus partout. Et pendant un mois, j'ai vécu face à une rizière, alors qu'en fait, c'était un terrain vague. Et le plus beau de l'histoire, c'est que pendant la nuit, il s'est mis à pleuvoir énormément, comme il peut pleuvoir en Inde, et que le lendemain, le terrain vague était devenu presque une rizière. Une très très belle histoire pour clôturer, merci. J'ai une dernière petite question pour toutes les personnes qui nous écoutent. Si ces personnes veulent pratiquer le yoga avec vous, comment est-ce qu'elles peuvent faire? Je crois que le plus simple, c'est d'aller sur nos sites. Tu pourras peut-être les mettre en... Voilà, moi-même, des fois, je vais regarder sur mon site ce que je dois faire parce que j'oublie ce que je dois faire le mois suivant. Voilà, moi, c'est École de Yoga Mathieu, École Yoga Mathieu sur n'importe quel moteur de recherche et vous tombez sur mon site. Moi, me concernant, pour me trouver, c'est le site, ça s'appelle Vivre en Yoga, tout attaché, mais il faut rajouter Muriel Joubert, parce que je crois qu'il y a d'autres noms, Vivre en Yoga, voilà. Et puis surtout, pour l'ensemble de mes activités, c'est Muriel Joubert sur Facebook, voilà, ou Instagram. C'est là que je partage toutes les actualités. Et yoga spécifiquement sur vivrenyoga.fr, voilà. Alors, moi j'enseigne à la Croix-Rousse à Lyon, donc sur les pentes de la Croix-Rousse, donc c'est l'école de yoga Horizon, et on a un site, je crois que c'est yoga-horizon.fr, me semble-t-il. On a aussi une chaîne YouTube, donc en tapant Yoga Horizon, on doit tomber là-dessus. Pour les personnes qui passent à Lyon, c'est près du métro Hôtel de Ville. Ok, très bien. Bon, si je passe à Lyon, je viendrai faire un tour à Horizon, alors. C'est prévu déjà. Bon, merci beaucoup à tous les trois. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très riche, toutes les histoires, votre manière de transmettre avec plein d'humour. Enfin, moi, je trouve ça vraiment génial. J'ai passé un bon moment, j'ai appris pas mal de choses et je sais pas, ça ouvre une dimension sur le yoga en tout cas. Merci à toi, Samantha, de nous avoir proposé de présenter cela autant dans les colonnes de la revue Info Yoga que par ce podcast. Merci beaucoup, vraiment, ouais. Merci.